Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse des épisodes 8, 9 et 10 de la saison 5 de Vikings. Ces trois épisodes ont surtout dépeint la grande confrontation annoncée depuis le début de la saison entre les camps de Ivar d'un côté et Lagertha de l'autre, avec la domination de Kattegat pour enjeu. Et parallèlement, on continue à suivre la difficile installation de Floki et ses ouailles en Islande. Mon avis général sur ces trois épisodes, c'est que le 8 et le 10 étaient réussis, voire parfois très réussis dans certaines séquences, et que du coup, le contraste est d'autant plus défavorable à l'épisode 9, qui souffrait de certaines facilités et faiblesses d'écriture. Commençons avec Floki, un personnage que j'ai toujours apprécié du fait de son ambivalence, de son imprévisibilité et de sa magnifique interprétation. Malheureusement, depuis qu'il est retourné en Islande, tout l'arc de Floki est totalement déconnecté du reste de cette saison, et j'ai trouvé qu'il était assez difficile d'y investir un véritable intérêt. C'est d'autant plus difficile qu'au final, il n'y a qu'un seul véritable enjeu scénaristique qui se dégage de toutes ces aventures en Islande, c'est éviter le cycle de la violence, ce qui est plutôt ironique quand on connaît le passé sanguinaire du charpentier de navire. Depuis le début, il est clair que c'est Eyvind et sa famille qui posent problème. Eyvind remet sans cesse en cause les motivations de Floki et cherche à s'imposer en chef, là où l'idéal de Floki consiste justement à bâtir une communauté sur le principe de l'autogestion. Pour résumer, tout l'enjeu qu'on retrouve en sous-texte dans la tentative civilisatrice de Floki, c'est la confrontation entre l'idéal et la réalité. C'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve chez d'autres personnages dans Vikings, mais je pense que ce sera développé dans la suite de cette saison 5, et notamment chez Harald, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo que je consacrerai aux spéculations sur ce qui pourrait arriver dans la deuxième partie de cette saison 5. Le grand moment de prise de conscience pour Floki arrive en fin d'épisode 9, lorsque Bull meurt poignardé. Et lorsque la mère du garçon s'effondre en pleurant, les larmes de Floki ne sont pas versées sur la mort de l'insupportable blondinet bien sûr, mais sur celle de son idéal, celui d'un monde nouveau et parfait dans lequel les hommes se débarrasseraient de leurs faiblesses. Et c'est bien la réalité qui lui impose cette difficile prise de conscience, son illumination ne se partage pas d'un simple signe kabbalistique sur le front. Et d'ailleurs, même lui qui endosse pourtant le rôle de guide prophétique était sur le point de céder à la violence lorsque Bull avait désacralisé le temple dédié à Thor en jetant le sang du sacrifice. Si on interprète les événements d'un point de vue mystique, on peut comprendre que le sang qui n'a pas été correctement offert aura finalement été obtenu différemment lors de la mort de Bull le profanateur. Au final, Floki propose donc de se sacrifier lui-même pour apaiser les dieux, mais je ne pense pas vraiment que ça se terminera de cette façon, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo consacrée à la suite de Vikings. Le plus intéressant dans tout ça, c'est évidemment l'évolution de Floki lui-même qui a totalement laissé derrière lui son rôle imprévisible et déstabilisant pour, au contraire, embrasser celui de civilisateur. Cela devient notamment flagrant lorsqu'il négocie avec Eyvind en lui proposant d'être celui chargé de l'application de la loi en échange de l'abandon de toute velléité de vengeance. En revanche, et de mon point de vue, toute la partie islandaise de cette saison a pour principal défaut de ne donner aucune épaisseur ni aucun véritable intérêt aux personnages qui entourent Floki. Malheureusement, si on ne s'intéresse pas aux personnages, on se fout bien de ce qui peut leur arriver. Pendant ce temps, du côté des Saxons, les épisodes 8 et 9 nous résument l'arrivée au pouvoir d'Alfred. L'épisode 8, intitulé The Joke, nous montre le populaire Æthelwulf qui s'entraîne en public avec son fils aîné et naturel, et très clairement, Æthelred est éduqué comme un roi guerrier prêt à marcher dans les pas de son père. Cette approche très traditionnelle de la royauté, incarnée par Æthelwulf, respecte notamment les origines guerrières de la noblesse, comme on peut le retrouver dans les fonctions tripartites telles que définies par Dumézil. Toutefois, Judith et Alfred regardent cela depuis une tour pour venir souligner que leur vision des choses a plus de hauteur. Une approche nouvelle est nécessaire, sinon le royaume risque non seulement d'être à nouveau victime des incursions vikings, mais aussi de s'ankyloser dans un modèle trop conservateur. Dans l'épisode 9, celui où tout va trop vite, on a donc la mort de ce bon vieil Æthelwulf. Je vais évidemment revenir sur le symbole de l'abeille, puisque cette mort à la fois stupide et ingrate vient résumer la vie d'Æthelwulf et aussi son règne raté. Parlons de sa vie d'abord. Æthelwulf était un homme de foi et la sincérité de sa croyance était autant une force qu'on sentait dans sa détermination qu'une faiblesse dans ses moments de doute sur les péchés et le châtiment divin. Plusieurs fois, il a exprimé sa conviction que Dieu était avec lui et avec son peuple. D'une certaine façon, il présume ainsi des intentions divines, et il le fait justement dans son discours juste avant sa mort. Toute l'ironie de la situation, c'est cette mort idiote et imprévisible qui survient alors même qu'il consulte un texte religieux, un instant dans la lumière de Dieu, et le suivant à l'agonie pour une piqûre d'insecte. Et comme je le disais, cette mort est aussi le symbole de son règne. Æthelwulf chasse avec violence un insecte qu'il n'aurait pas piqué s'il avait été plus prudent ou organisé. Justement, ce sont ces réactions impétueuses et violentes qui ont causé la perte des Saxons face aux Vikings depuis la mort d'Egbert.
Et justement dans son discours, le roi comparait les attaques des Vikings à celles d'un essaim de frelons. Alors oui, c'est vrai, Alfred est également un personnage particulièrement pieux, particulièrement croyant, mais contrairement à Ethelwulf, il ne s'en remet pas à la grâce divine, il semble plutôt partisan du proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera ». Quoi qu'il en soit, la scène d'Ethelwulf sur son lit de mort reste touchante, même si avec cette tête gonflée, on peut se demander si finalement le devin de Kattegat n'est pas juste allergique aux piqûres lui aussi, ils ont un petit air de famille. Dans tout cela, le rôle de Judith est franchement ingrat pour le bien du royaume et surtout en mémoire d'Athelstan et d'Egbert, les deux hommes qu'elle a vraiment aimés. Elle impose à son fils Æthelred une humiliation en soulignant qu'il ne dispose pas des qualités d'Alfred, qu'il n'est pas l'élu. De mon point de vue, quand Æthelred décide de renoncer au trône, il semble plus suivre la recommandation de son père qui lui disait sur son lit de mort d'écouter la sagesse de sa mère plutôt que sa mère elle-même. La scène de l'abdication arrive très vite sans qu'on comprenne totalement les motivations du fils aîné et j'ai encore été frappé par le manque total de charisme d'Alfred face au Witan, l'Assemblée des nobles. Lors du couronnement d'Alfred, Æthelred ne reprend pas le cœur des louanges et le regard que Judith lui lance alors en dit long. Il est possible que ce ressentiment débouche sur une contestation du règne d'Alfred. Il est temps d'en venir au gros morceau, c'est-à-dire la guerre civile entre nos chers vikings, avec pour enjeu la domination de Kattegat. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié l'épisode 8, qui était majoritairement consacré aux phases de bataille et de négociation. On remarquera que c'est Lagertha qui est à l'initiative de la tentative de négociation afin d'éviter que les fils de Ragnar ne s'entretuent. Il faut bien dire que les arguments de la Shield Maiden sont très convaincants. Pourquoi mener une guerre pareille pour des terres appartenant déjà au peuple du Nord, alors que des tas de territoires à explorer ou à conquérir demeurent? Dommage que la guerrière n'ait pas fait preuve d'autant de présence d'esprit le jour où elle a décidé d'abattre froidement Aslog plutôt que de la laisser partir tranquillement en exil. Et dans tout ça, la plaisanterie, qui est très mauvaise évidemment, c'est celle d'Ivar qui fait semblant d'accepter la trêve pour, quelques instants plus tard, insulter d'autant plus Ubbe et menacer Lagertha. J'ai particulièrement apprécié la mise en scène de la négociation avec les oriflammes bleues et oranges et les piques qui se retournent soudain lors du mauvais tour d'Ivar qui a clairement repris les attributs de Loki dorénavant. Alors que je regardais l'épisode, je me suis dit que Lagertha avait commis une grosse erreur lorsqu'elle retient Bjorn et Ubbe de régler directement les choses sur place en engageant le combat. Alors certes, peut-être que cela irait contre les coutumes et les règles de la négociation, mais quoi qu'il en soit, Ivar avait déjà transformé le processus en vaste blague, et au moins cela aurait permis d'épargner de très nombreuses vies. En plus, je suis persuadé que le camp de Lagertha aurait alors gagné. En tant que combattant individuel, les meilleurs étaient de son côté, avec Bjorn qui défonce tout le monde, Ubbe qui est au moins aussi bon que Hvitserk, et Lagertha elle-même qui est super dangereuse. Une fois la bataille lancée, on constate que Lagertha et Bjorn ont finalement été de meilleurs stratèges qu'Ivar, et que l'embuscade tendue par les Sami dans la forêt est redoutablement efficace. Lorsqu'Harald décide de soustraire Astrid au danger du corps à corps, il prouve à nouveau qu'il tient véritablement à elle. Et cette forme d'empathie et de moralité constitue le principal contraste entre Harald et Ivar, qu'on retrouvera illustré dans l'épisode 9, lorsque Bjorn vient tenter de négocier à nouveau. Ivar donne l'ordre à ses hommes d'entraver ou même de tuer Bjorn, mais Harald refuse catégoriquement ce comportement. Et puisque j'en viens à évoquer la notion de moralité, et si on parlait de Margaret? Mais si, vous savez, la meuf qu'on a du mal à situer entre Shining et Amour, Gloire et Beauté. Alors que Torvi lui a confié ses enfants, Margaret a des visions d'Ubbe et Torvi qui s'embrassent. Du coup, elle reporte tout son fiel sur les enfants en leur parlant de la mort de leur mère. Grosse ambiance chez les déglingos. Et plus tard, c'est le devin en personne qui va nous confirmer que Margaret est totalement perché. Il lui dit que Ubbe ne sera pas roi de Kattegat, mais laisse sous-entendre qu'il sera peut-être roi néanmoins, et surtout il termine en regrettant que ce sont les fous qui vont hériter du monde. Si les fous vont hériter du monde, autant vous dire que Margaret est vachement bien placée sur la ligne d'héritage, reste à voir hériter de quoi exactement, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un personnage à détester. Et pendant ce temps, Ubbe avoue à Torvi que Margaret et son ambition démesurée ne sont pas faites pour lui, et les deux se rapprochent, ce qui vient donner un regain d'intérêt pour Torvi. Alors d'un côté c'est appréciable, mais d'un autre, quand on réfléchit un petit peu, c'est dommage que Torvi ne retrouve de l'intérêt scénaristique qu'au travers les hommes de sa vie. Quoi qu'il en soit, Ubbe semble gagner en sagesse et reste le seul à rappeler physiquement Ragnar. Après la belle petite déculottée prise dans l'épisode 8 par Ivar et compagnie, Hvitserk a donc la brillante idée d'aller récupérer 3000 francs en 5 minutes chrono. Alors oui, bien évidemment, il y a une ellipse temporelle, j'avais compris. Le problème, c'est qu'elle est affreusement mal rendue à l'écran. Quand même, il faut être un minimum sérieux, surtout dans une série qui se veut quand même plutôt historique. Le temps pour Hvitserk d'aller rencontrer son oncle Rollo, de réunir les 3000 soldats, de les équiper, d'affréter les navires pour les transporter et de revenir, plusieurs mois se sont écoulés. Pourtant, dans la série, on a l'impression qu'il y a quelques jours à peine qui se sont écoulés, juste le temps pour Aemond et Lagertha de nous ficeler une petite love story express. Bon, je pense que vous l'avez bien compris, je ne suis pas du tout convaincu par cet épisode 9, qui ne prend pas le temps de poser les choses pour leur donner du sens et du souffle. L'idée d'une relation entre Aemond et Lagertha, je n'ai rien contre, je peux même dire que je l'avais vu venir d'assez loin, mais son traitement n'est pas convaincant. Et pourtant, ce n'est certainement pas la faute des deux interprètes, non, c'est juste le rythme et certaines lignes qui sonnent un peu faux. D'ailleurs, quand on revient un peu en arrière, on se rend compte qu'Aemond doit sacrément porter la
poisse. Chaque bataille dans laquelle le gars a combattu depuis qu'on le connaît a systématiquement été perdue par son camp. Heureusement, la série a su se reprendre pour son épisode 10 avec cette bataille, une bataille qui était gagnée d'avance pour Ivar de toute façon, avec l'armée franque et son véritable rouleau compresseur. Je suppose qu'il y aura deux camps dans les commentaires, ceux qui auront apprécié le montage totalement déconstruit avec le carnage de masse entrecoupé de scènes presque intimistes et oniriques, et ceux qui auront trouvé ça plus ou moins insupportable. Pour ma part, je dois dire que dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ces scènes d'isolation au cœur de l'affrontement, qui permettaient de s'arrêter sur les états d'âme de certains personnages, mais certains effets de montage pouvaient aussi carrément sortir le spectateur de l'épisode. Alors que retirer de cet épisode 10, déjà Björn s'impose clairement comme un personnage très solide, et celui auquel le spectateur peut vraiment associer la notion de héros. Malheureusement, cette impression est un peu contrebalancée par l'histoire de la princesse des Sami, Saernid, introduite presque pour rien au final. Elle avait pourtant de la présence à l'écran. Enfin de la présence, mais pas dans l'action, car je dois avouer que j'ai trouvé sa scène de bataille ridicule. Alors je sais que c'est loin d'être facile à filmer, à faire, mais bon, ce plan séquence faisait un peu tâche en termes de crédibilité, surtout en comparaison de la qualité habituelle des affrontements dans la série. Pour revenir sur Ivar, la discussion qu'il a avec Hvitserk avant la bataille vient nous rappeler que ce qu'il cherche, c'est qu'on l'aime inconditionnellement comme l'aimait sa mère. Le problème, c'est que rien chez lui ne vient susciter une telle affection. Le spectateur comprend que Hvitserk regrette d'avoir choisi le camp d'Ivar, même s'il ne l'avoue à personne, et les paroles de Hymund sont restées néanmoins, et Hvitserk attribue son choix de sauter du bateau d'Ubbe à sa libre volonté plutôt qu'au destin décidé par les dieux, ce qui implique qu'il pourrait finalement choisir de quitter Ivar s'il trouvait le courage d'admettre son erreur. De son côté, Ivar n'assume absolument pas les limites que lui impose son corps, comme ne pas pouvoir avoir de descendance, alors que dans sa tête, il reste convaincu de son destin surhumain. Il suffit pour ça de le voir se tenir debout, bras ouverts, face à la nuée de flèches qui pleut du ciel. Ivar est incapable de se préoccuper de l'humanité des autres. Ce sont des pions sans importance, et c'est bien sûr le message du plan dans lequel il voit Lagertha se battre avec des squelettes. D'un côté, il se fiche totalement des victimes causées par l'affrontement, et de l'autre, il est tellement concentré sur son désir de la tuer que pour lui, c'est comme si elle était déjà au royaume des morts. Que signifie l'amour fraternel et que peut-on ou doit-on lui sacrifier? L'épisode a tracé un parallèle assez évident entre d'un côté Harald et Halfdan et de l'autre Ubbe et Hvitserk. La rencontre entre Ubbe et Hvitserk sur le champ de bataille vient souligner qu'aucun n'est prêt à blesser l'autre, et pour Hvitserk, il préférait mourir plutôt que blesser à nouveau celui qui l'a quitté. De ce point de vue, on peut dire que Halfdan est dans le même état d'esprit que Hvitserk. Il se bat pour Björn, mais il est totalement incapable d'affronter son propre frère. Halfdan reste fidèle à ses convictions jusqu'au bout et il accepte son sort avec une grande philosophie. La vie lui glisse entre les doigts comme du sable. Il a compris trop tard sa véritable vocation, à savoir la découverte d'autres gens et d'autres mondes. Finalement, c'est Harald, ce frère qu'il ne connaît que trop bien, qui l'arrache à ses rêves d'ailleurs et le ramène à cette familiarité qui l'ennuie tant. Le voilà bien mal récompensé, le pauvre Halfdan, qui pendant des années avait fait une croix sur ses propres aspirations pour se mettre au service de celles de son frère. Et cette fin fait de Halfdan un des plus beaux personnages de Viking, dépeint d'abord comme un monstre sanguinaire. Au fil du temps, on a pu discerner l'homme qu'il était et surtout celui qu'il aurait pu devenir. Quant à Harald, je ne vais pas m'étendre sur lui dans cette vidéo, mais il est absolument certain qu'il ne ressortira pas indemne de la mort de Halfdan et d'Astrid. Astrid est finalement tuée par Lagertha à une fin tragique et presque inévitable, même si on ne l'avait pas forcément vu venir. On comprend la démarche de la combattante, elle ne pouvait pas tuer l'enfant elle-même, ni prendre sa propre vie car les guerriers doivent mourir au combat. Quel est l'enfant qu'elle porte meurt en pleine bataille, c'est sans doute un moyen pour elle de s'assurer que tous deux partiront pour le Valhalla. Et dans tout ça, j'ai failli oublier de parler de la mort de Guthrum, le fils de Thorvi et Jarlborg. À vrai dire, le personnage n'avait aucun intérêt, et le principal impact de sa mort concerne plutôt Hvitserk. Et oui, en le tuant, Hvitserk a quasiment coupé toute possibilité de réconciliation avec Björn et Lagertha. Et Lagertha, justement, j'en viens enfin à ce personnage. S'agit-il de sa dernière bataille, du chant du cygne pour ce personnage emblématique de la série? C'est difficile à dire, elle était magnifique comme d'habitude avec ce maquillage du regard qui rappelle la forme du corbeau. Le flashback de son enfance quand son père lui offre le marteau de Thor vient souligner que même les combattants les plus endurcis craignent la mort et qu'ils sont renvoyés à leurs croyances. Précisément ce dont Lagertha avait parlé très rapidement avec Hymund. Suite à la défaite et aux tragédies, le dernier plan sur Lagertha nous montre que ses cheveux ont blanchi. Cela n'implique pas forcément sa mort, malgré ce que cherche à nous faire croire la bande-annonce de l'épisode 11, mais elle aussi a finalement été rattrapée par le passage du temps et surtout les épreuves de la vie. Il sera dur pour elle de remonter la pente. Je vais revenir juste un instant sur le retour de Tonton Rollo, qui est donc bien pratique pour apporter à Ivar une victoire facile. Il est évident que Rollo a une idée derrière la tête, et ceux qui ont laissé entrer le loup dans la bergerie devraient certainement s'en mordre les doigts. C'est donc dans une prochaine vidéo que je reviendrai sur toutes les tensions qui s'annoncent entre Rollo et Lagertha, entre Ivar et Harald, et toutes sortes d'idées sur la suite de cette saison 5 qu'on ne devrait retrouver qu'à l'automne prochain. Si vous pouviez lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Et puis aussi pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!
you.